Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec notre invitée du jour, une invitée qui, comme elle se définit elle-même, j'espère qu'elle ne va pas me contredire, franco-belgo-anglaise, mais ne vous fiez pas à ses allures de mannequin. Elle a déjà arpenté les coulisses de Destination Eurovision, c'était sur France 2. Aux côtés de Garou, et le monde du sport n'a, semble-t-il, aucun secret, plus aucun secret pour elle. Elle a d'ailleurs un penchant personnel, je crois, pour les sports mécaniques, animatrice et journaliste. Elle a notamment travaillé pour Eurosport, l'équipe 21, iTélé ou encore la chaîne Voyage, mais aussi pour la plateforme américaine de vidéo SVOD Netflix. Et on n'oublie pas également la chaîne Automoto, fière de ses origines européennes. Les téléspectateurs la retrouveront prochainement sur France Télévisions, où elle commentera les demi-finales de l'Eurovision sur France 4 et également la grande finale, cette fois sur France 2, aux côtés de Stéphane Bern et André Manoukian. Ce sera le 18 mai. C'est une autre forme de sport, on pourrait dire. Sandy Ribert, bonjour. Bonjour, je suis ravie, merci pour bienvenue dans le Buzz Télé. Vous êtes un peu la petite nouvelle finalement de l'Eurovision cette année. Donc j'ai dit les demi-finales en direct à Tel Aviv 14 et 16 mai avec André Manoukian. Et puis il y a également la grande finale sur France 2. Vous êtes, avec vos origines, on va dire, européennes. Est-ce que d'une certaine manière, l'Eurovision était taillée pour vous? C'était un costume qui vous allait directement? Absolument, je les ai harcelés au téléphone pendant des mois. C'est vrai? Absolument pas. Non, absolument pas. Mais c'est un programme que je regardais quand j'étais enfant. On parlait tout à l'heure en coulisses au maquillage de justement ce programme. J'étais déjà fan avec c'est mon père qui a commencé à nous faire regarder. Et c'était un rendez-vous incontournable dans ma famille. On le regardait avec ma petite sœur et on se faisait nous-mêmes un tableau de points. Et on se faisait des compétitions et puis on se faisait notre top 10, etc. Et j'étais assez bonne dans les pronostics, donc j'espère cette année que ce soit aussi le cas. Mais je n'aurais jamais imaginé petite me dire un jour tu seras à la présentation de ce programme. Donc je suis ravie de faire partie de cette famille. Et alors comment on est choisi justement pour participer, pour co-animer sur France 4 et France 2 cet événement mondial? Alors j'ai eu l'opportunité de faire partie des présélections. Vous savez, Destination Eurovision, vous l'avez dit tout à l'heure avec Garou, ça c'était en janvier. C'est le concours sur 3 semaines. Absolument, 3 primes, 3 samedis soirs de suite. Ils étaient 18 candidats pour obtenir le sacre d'être celui qui allait représenter la France à l'Eurovision. Bilal a remporté brillamment cette place et je pense qu'il la mérite grandement. Et donc finalement, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas sur France Télévisions. Ça s'est bien passé, je pense que le pari est réussi et on me fait confiance justement pour cette grande finale, cette grande semaine qui s'annonce dès dimanche. C'est dès dimanche. Vous l'avez compris, nous sommes avec Sandy et Ribert sur Figaro Live, diffusé sur le Figaro.fr, la page Facebook de TVA Magazine. Qu'est-ce que vous attendez de l'Eurovision? Est-ce que Sandy est bien placée pour nous aider, nous tuyauter finalement sur ses pronostics? Qu'attendez-vous évidemment de cette émission et surtout du résultat? Mais avant de découvrir évidemment l'entretien avec Sandy, je vous propose qu'on découvre les news médias du jour. Et cette fois, c'est avec Nicolas Voller. La tradition, c'est qu'on commence par les audiences de la veille. Nicolas, et pas de surprise a priori pour la chaîne qui est en tête hier soir. On pouvait s'y attendre évidemment, TF1 diffusait Les Bronzés 3. Amis pour la vie, pas le plus réussi des bronzés, il faut le dire, mais il a tout de même attiré 3,5 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 16,5%. C'est un petit leader, mais il y avait peu de monde en fait hier devant la télévision, puisqu'en deuxième position, on trouve M6 qui diffusait la série américaine 911, 2,7 millions de téléspectateurs, 11,6% de part d'audience, et France 3 qui complète le podium avec Potiche, le film de François Ozon, avec Catherine Deneuve et Fabrice Lucchini, 2,5 millions de téléspectateurs et 11,4%. Mais la grosse performance de la soirée, Philippe, est venue hier de C8 qui est arrivé en 4e position devant France 2, s'il vous plaît, avec son documentaire sur Christian Quesada, vous le savez, le plus grand gagnant de l'histoire des Jeux en France, qui est évidemment pris dans une affaire, suspecté dans une affaire de pédopornographie. Ce documentaire a passionné 1,5 million de téléspectateurs, 7,4% de part d'audience, un très gros score pour C8. Vous êtes une fan de sport, mais quelle téléspectatrice êtes-vous? Quel genre de programme vous affectionnez particulièrement? En tant que journaliste, j'ai besoin de connaître un petit peu tous les programmes. Je m'intéresse beaucoup évidemment aux audiences. J'essaie de connaître un petit peu tout le panel de l'offre télévisuelle pour les téléspectateurs français. Donc voilà, par curiosité, j'ai regardé le début du documentaire sur Castana hier et j'ai zappé pour continuer à regarder ce qu'il y avait d'autre. C'est un peu comme en musique, j'ai des goûts assez différents. Je peux me laisser aller à The Voice parce que évidemment j'aime bien la musique aussi. En compétition en effet par rapport à la finale
l'Eurovision, on en reparlera tout à l'heure. Absolument. Et puis donc les programmes de musique, les programmes de sport, évidemment. Je regarde pas mal de sport à la télévision aussi. Et après, un très bon film. Alors, Les Bronzés, j'aurais peut-être pas regardé. J'ai pas zappé sur TF1 hier soir. Les Bronzés 3, oui, c'est pas le meilleur. J'ai pas raté grand-chose. On enchaîne avec la passe d'armes, cette fois, qui n'en finit pas entre le CSA et BFM TV. Absolument, hein, on le sait, puisque début mars, la chaîne d'information en continu du groupe Altice avait annoncé qu'elle diffuserait en direct et en exclusivité la finale de la Ligue des Champions. C'est la plus grande compétition européenne. Ce sera Liverpool-Tottenham, l'affiche cette année. On rappelle que les droits de la Ligue des Champions appartiennent au groupe Altice, qui est diffusé sur RMC Sport. RMC Sport est une chaîne payante et la finale de la Ligue des Champions doit être diffusée en clair. Donc, le groupe Altice a choisi BFM Télé, mais le CSA s'oppose à cette diffusion tout simplement car un texte oblige la chaîne BFM à respecter un certain nombre d'obligations, notamment de se consacrer à l'information et notamment l'information économique et financière, et que la programmation peut être complétée le samedi ou le dimanche par des rediffusion d'événements du sport, et on parle bien de rediffusion et pas d'événements directs. Le CSA, qui a été alerté évidemment par France Télé, par TF1, par Canal+, par M6, toutes les chaînes ont un peu porté plainte, elle a estimé que la diffusion de la finale de la Ligue des Champions ne correspondait à aucune des catégories pour lesquelles BFM TV a son droit de diffusion. Il s'agit là évidemment d'un avertissement et pas d'une interdiction, car le CSA ne peut pas contraindre la chaîne avant la diffusion du programme. Donc ça, c'est la voix du CSA, mais qu'a répondu concrètement BFM? Alors BFM, évidemment, elle est prévenue. On sait que si elle diffuse la rencontre sur son antenne le 1er juin prochain, le CSA pourrait sortir des cartons jaunes et rouges pour faire un petit peu l'apologie du football. Ça peut être la simple mise en garde, ça peut aller aussi à une grosse amende, on l'avait vu avec Cyril Hanouna. Mais pour l'heure, BFM ne compte pas changer ses plans. La chaîne a confirmé qu'elle diffuserait bien la rencontre Liverpool-Tottenham le 1er juin prochain. L'affaire est loin d'être finie. Sandy, vous avez travaillé dans le sport, vous êtes une journaliste sportive avertie. Est-ce que les droits sportifs, on a vu, ont explosé, c'est plus d'1 milliard, je crois, d'euros aujourd'hui pour la Liga. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté finalement pour les téléspectateurs d'accéder au sport, aux grands événements sportifs, évidemment sur des écrans gratuits? Est-ce que c'est logique, cette bagarre pour le payant? Non, je ne la trouve pas logique. Je trouve que le sport devrait être accessible à tous et je suis très heureuse que France Télévisions ait obtenu les droits pour Paris 2024. Ça va être vraiment une grosse montée en puissance du sport pour tous sur la chaîne publique. Moi, je suis abonnée évidemment, comme j'aime le sport, à toutes les chaînes, mais voilà, SFR Sport, RMC, Canal+, absolument, BeIN, je les ai toutes. Mon compagnon aussi, on regarde beaucoup le sport. Mais c'est vrai que c'est un budget et je suis bien contente que ces gros rendez-vous soient en clair pour tous les Français. Je pensais que vous alliez me demander mon pronostic pour le Liverpool. Alors allez-y. 2-1 pour Liverpool, c'est ma ville. Bah oui, évidemment, Liverpool toujours. Tout est dit. On termine les news avec un journaliste de la radio de la BBC qui s'est fait tout simplement virer. Hier, absolument. Danny Baker, c'est son nom. Il a 61 ans. Il travaille pour la BBC Radio Live. Et au lendemain de la naissance d'Archie, vous le savez, le fils du prince Harry et de son épouse Meghan, dont on le rappelle, la mère est afro-américaine, ont eu un fils évidemment lundi. Le journaliste, le lendemain, a posté sur Twitter un message disant tout simplement: le bébé royal quitte l'hôpital. Et il y avait également une photo en noir et blanc d'un couple avec un chimpanzé déguisé. Il a été accusé de racisme, a ensuite effacé ce message, s'est excusé en disant que c'était censé être une blague à propos de la royauté ou des animaux de cirque, évidemment. Je l'ai donc supprimé à juste titre puisque ça a été interprété ainsi, mais son employeur n'a pas tenu compte des excuses et l'a tout simplement licencié, comme l'a annoncé un porte-parole de la BBC. Danny est un animateur brillant mais ne présentera plus d'émissions avec nous, ajoutant qu'il avait commis une grave erreur de jugement qui va à l'encontre des valeurs incarnées par la BBC en tant que station de radio. L'animateur Danny Baker a accusé le coup évidemment en déclarant avoir été littéralement jeté sous un bus. Fin de citation. On ne rigole pas à la BBC avec ces affaires-là. Au-delà de cette affaire, il faut faire attention à ce qu'on écrit sur Twitter, sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui ça devient extrêmement surveillé et un endroit polémique, comme on dit? Et on sait surtout que ça ne disparaît jamais. On peut demander, je sais qu'il y a une affaire en cours sur des photos indiscrètes pour une actrice, et ça prend 10 ans à effacer en fait sur Internet. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on écrit. On peut supprimer un tweet, mais il sera toujours là, il sera toujours imprimé. Il aura été screenshoté évidemment par les tweetos et les internautes, et il faut faire très attention. Moi, c'est pour ça que j'évite Twitter. Je relais des informations importantes, mais je n'écris pas forcément. Pas une accro aux réseaux sociaux finalement. Instagram un peu plus, Facebook un peu moins, mais Instagram, oui, j'ai une bonne communauté. Merci Nicolas, merci pour ces news médias, et je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec Sandy pour l'interview du Buzz Télé.
Les bagages sont pratiquement prêts. Vous envolez dès ce week-end pour Tel Aviv, pour l'Eurovision. Les demi-finales, donc mardi et jeudi prochain, c'est sur France 4 avec Manoukian. Et la grande finale samedi prochain. On espère que la France va se classer dans le haut du classement. Quel est l'état d'esprit finalement aujourd'hui dans lequel vous êtes avant de vous envoler pour Tel Aviv? Très excitée, évidemment. Ça va être une très belle aventure, beaucoup de travail. Je vous le disais, on va faire les répétitions le lundi pour la première demi-finale du mardi, les répétitions le mercredi pour la deuxième demi-finale du jeudi, les répètes le vendredi pour le samedi. Donc ça va être une très grosse semaine, mais en même temps il y a un énorme engouement autour de Bilal déjà. Donc ça c'est super pour nous, pour la France. Le candidat français. Absolument, pour Bilal Hassani. Et d'ordre général, un grand engouement pour le Eurovision Song Contest. Et il va y avoir une effervescence à Tel Aviv. Et j'ai une amie qui est partie la semaine dernière et qui m'a dit ça prend déjà. Il y a déjà en fait le feu dans la ville. Donc ça va être vraiment très excitant. Donc je suis très très excitée d'y aller. On prend l'avion avec André dimanche matin, on n'en peut plus. Dit Dédé pour les intimes. Absolument. Quelques mots sur les règles peut-être. Pourquoi il y a des demi-finales? À quoi ça sert par rapport en effet au déroulé de ce concours? C'est que déjà que la finale fait 3h30, donc j'ai envie de dire si les 41 pays qui sont en lice pour les demi-finales, on ferait un programme de 5h30. Donc du coup c'est pour ça qu'on doit essayer d'éliminer. Comment? Ce serait toute la nuit. Ça serait effectivement toute la nuit. Déjà 3h30 c'est long à tenir l'antenne et puis surtout ce grand moment des votes qui dure une bonne grosse demi-heure puisque du coup tous les pays doivent voter. Mais c'est pour ça qu'il y a un écrémage. Mais si vous ne le savez pas encore, ce que je vous dis c'est qu'il y a le Big Five, donc c'est justement les pays qui sont sûrs d'être à la finale. Bilal, absolument. Bilal sera là. Donc il y a l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, la France et puis le pays hôte. Donc l'Israël sera sûr d'être en finale le samedi 18 mai. Mais donc Bilal sera là à la première demi-finale pour chanter son titre, pour que tout le monde en Europe découvre sa chanson si ce n'est pas déjà fait. Votre rôle avec, je disais Dédé entre guillemets, avec André Manoukian, le couple que vous allez former, c'est quoi la répartition des rôles? Un beau couple déjà. Ouais. Et non, là on se connaît bien. Il est très sympathique et il est un peu farfelu. On aime bien André pour ça. On a un rôle assez prédéfini. C'est-à-dire que moi, donc, comme je suis journaliste, j'ai l'habitude du live. Moi, je vais plutôt suivre. Je suis un peu en lead, disons, du programme. Donc voilà, avec l'oreillette, les conducteurs, etc. Donc vraiment suivre le programme. Et puis André, évidemment, mon consultant musical, lui va donner son avis. Il va donner, voilà, toute son expertise musicale. C'est lui qui va l'amener sur le programme. Donc on est assez complémentaires tous les deux. Puis on a déjà une bonne complicité, donc je pense qu'on va bien se marrer. Vous partagez les mêmes goûts musicaux ou pas de manière pas générale? Pas trop. Alors bon, encore une fois, j'ai des goûts très éclectiques, absolument. Et donc j'aime autant la musique classique que le rap français. Et Dédé aussi. Donc du coup, mais bon, on n'est pas d'accord sur le pronostic. Ah. Non. Pourquoi? Non, André en fait place Bilal entre la 5e et la 10e place. Moi je pense qu'on sera meilleur que ça et je pense que Bilal a toutes ses chances de gagner cette année. Ça fait déjà le gros buzz, il a une voix exceptionnelle, il a un personnage. Un personnage assez étonnant. Absolument, à son âge, à son jeune âge, 19 ans. Et je pense qu'il a conquis déjà pas mal de cœurs en Europe, donc j'espère que ça passera. Nicolas, première réaction de nos Alors évidemment, internautes. beaucoup d'internautes qui regardent. Jérémy, on salue, Corentin, Christine, Aurélie, Alex, Julie, Jacques. Alors Julie, vous demandez justement votre pronostic pour Bilal Hassani. Donc vous l'avez dit, dans top 5, c'est ça? Voilà, top 5, mais même moi je le vois gagner, absolument. Top 1, très bien. Il y a également une question de Jacques qui est intéressante, bien sûr, qui est est-ce que ce ne serait pas mieux, à votre avis, Sandy, que les chanteurs d'Eurovision, que les chansons soient chantées dans la langue de chaque pays pour promouvoir la culture? On l'a vu au cours de ces dernières années, beaucoup d'anglais, évidemment, dans les chansons. Est-ce que c'est quelque chose, vous qui êtes fan de cette émission, qui vous manque? Vous préféreriez voir, évidemment, chacun chanter dans sa langue? Alors Bilal chante en français-anglais et je pense que oui, absolument, il y a une partie en anglais sur son refrain. Je trouve ça, c'est un peu l'intérêt de l'Eurovision, c'est de découvrir des langues et des cultures et c'est intéressant effectivement d'entendre un petit peu cette langue. Il y a des langues qui ne passent pas vraiment en musique et André pourra le dire mieux que moi. Donc effectivement, c'est pour ça, je pense qu'il y a un parti pris de ces pays-là d'essayer de chanter dans une langue qu'on peut comprendre et puis avec des textes qui peuvent toucher. Je trouve ça pas mal d'entendre, de faire un peu de moitié-moitié, d'avoir un couplet qu'on peut comprendre ou alors un refrain en anglais et puis effectivement avoir un petit peu ce côté très, très culturel du pays et très ancré. Donc oui, je serais plutôt d'accord effectivement qu'il y ait un petit peu plus de la langue du pays, effectivement. Vous avez votre réponse, Jacques. J'ai dit tout à l'heure, vous avez participé à Destination Eurovision. Qu'est-ce que vous avez pu voir au cours des 3 semaines que Bilal a de plus que les autres, finalement? Bilal a, malgré son jeune âge, je le disais tout à l'heure, à 19 ans, une assurance
et il est convaincu de son texte, parce que son texte est écrit effectivement roi, par Madame Monsieur et par Bilal. Et donc ça raconte son aventure. C'était de l'année dernière. Absolument, absolument. Ils se sont rencontrés, ils ont accroché sur Bilal Hassani, ils ont décidé de coécrire ce titre ensemble. Et c'est en ça que Bilal est fort, c'est qu'aujourd'hui il porte un message d'humanité, de respect, des valeurs qu'on essaye de défendre aujourd'hui comme on le peut sur les réseaux sociaux ou alors dans tout ce qu'on peut, dans notre comportement aux autres. Et je pense que Bilal, avec ce titre, et c'est vraiment là où il va marquer les points, c'est qu'il y a un gros message de respect et d'amour entre nous et de partage. Voilà. Donc, sensibilité. Voilà, et après, comme vous le disiez, sur Destination Eurovision, je pense qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte du succès qu'il avait. Donc déjà sur les réseaux sociaux, je crois que sa chaîne YouTube est suivie par 900 000 abonnés, c'est énorme. Donc il y a un gros soutien de la part de ses fans, que j'embrasse d'ailleurs, et qui vont nous suivre évidemment. Et il a pris de plus en plus de poids et d'assurance. Mais malgré ça, il était quand même étonné à la finale d'être celui qui allait représenter la France. Et lui aussi, c'était un programme qu'il regardait avec sa maman depuis tout petit. Et il n'aurait jamais pensé... Lui, absolument, il est grand fan du programme et lui aussi, on ne le regardait pas ensemble parce qu'on a quand même 10 ans de différence au moins. Et donc, il est vraiment content de représenter la France. Je pense qu'il va avoir des étoiles plein les yeux toute la semaine. On l'a dit tout à l'heure, vous avez des origines belges, françaises et anglaises. Votre cœur va se déchirer, là. Ça va être terrible, hein. Vous allez faire comment? Non, alors généralement en compétition, c'est marrant. Comme on dit. En compétition, si on est en France-Angleterre, je vais souvent être pour la France. Je suis née en France, j'ai fait mes études en France et j'ai vraiment un grand amour pour la France. Après, s'il y a un Angleterre-Grèce, effectivement, je serai pour l'Angleterre. J'ai moitié du sang anglais et après, j'ai du franco-belge en moi. Mais là, évidemment, je serai sur France Télévisions, je serai là pour Bilal. C'est un peu opportuniste, donc. Une réaction encore. Oui, j'ai une question, je demande Alex qui rejoint ça. À part Bilal, Sandy, avez-vous un coup de cœur pour un candidat d'un autre pays, dans ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant? J'aime bien Israël. Je trouve sa proposition intéressante et je trouve le personnage intéressant aussi. Et il a de grandes chances. L'italien aussi est bien. J'ai pas d'origine italienne, pourtant, vous voyez bien, donc j'essaie de rester neutre. Mais l'italien, il a un genre de rap particulier. Et d'ailleurs, Bilal est aussi fan de l'italien. Et là, ils se vont se rencontrer cette semaine. Donc, je pense que Italie et Israël vont peut-être nous talonner pas mal là, pour reparler sport. Israël, on note. Vous êtes la régie dans l'oreillette est également fan de l'Italie. Je transmets le message. Pas trop fan, j'espère. Ça fait quand même 42 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision. C'était Marie-Myriam, c'était en 77. Bilal Hassani, qu'est-ce qui va arriver à briser finalement cette malédiction? Il faut. Il a la grosse pression. Vous savez, on a reçu Marie-Myriam sur Destination Eurovision. Elle était ravie d'être là. C'est une personnalité magnifique. Elle est très bienveillante et elle a donné plein de conseils aux candidats pendant Destination Eurovision. Et elle est allée voir Bilal quand il a su que c'était lui qui allait représenter la France. Elle a dit « Aide-moi, je ne veux plus être celle qui représente la France. Je veux plus être la dernière gagnante. Et voilà, j'ai envie de te passer le relais. Donc voilà, essayons que ce soit brisé effectivement cette année pour la 64e édition. » Alors Bilal, il a, je ne sais pas si on le voit à l'écran, un look particulier en effet et une mise en scène. Il y a un vrai personnage. Est-ce qu'il faut vraiment à chaque fois, on pense à Conchita Wurst également qui à une époque en effet avait marqué par rapport à ses tenues vestimentaires et sa façon d'être, est-ce qu'il faut être dans l'extravagance totale à chaque fois pour pouvoir finalement séduire et emporter l'adhésion? Je pense que oui. Quand on regarde les derniers gagnants, on a Netta, c'était l'année dernière en Israël, c'est pour ça que du coup ça se passe à Tel Aviv cette année. Netta était un personnage quand même. Et je me rappelle, donc j'étais évidemment devant la télévision et j'ai dit elle va gagner. Donc bon, j'espère que mes pronostics vont être encore bons cette année. Je pense, donc ces 3-4 dernières années, on voit qu'on aime l'originalité et on aime voter pour un personnage qui nous embarque et qui est bien différent de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc effectivement, au-delà de la voix de Bilal, je pense que son personnage va plaire et convaincre cette année. Alors, durant la finale, je l'ai dit tout à l'heure, on vous retrouvera à côté de, évidemment, André Manoukian, mais également Stéphane Bern. Là, comment va se passer la répartition des rôles? Très différent. Là, plutôt côté coulisses, la journaliste qui va enquêter, recueillir les avis. Je suis plutôt, effectivement, terrain. Surtout, je viens du monde du sport. Alors, du coup, ça aurait été la cacophonie tous les trois. Donc, effectivement, sur France 4, je serai avec André. On sera tous les deux en cabine. Et j'ai envie de vous dire, il y a un problème de place aussi, parce qu'on est dans des petites algécos, tous ensemble, les 40 pays. Et donc, du coup, il y avait un problème de place. De toute façon, avec mon 1m82, on aurait eu du mal à me mettre dans la salle. Je vais rentrer de temps en temps, effectivement, dans la cabine commentaire. Mais c'est d'être la cacophonie. Ils l'ont déjà fait, de le faire en trio, et ça ne marche pas. Donc, du coup, cette année, effectivement, c'est Stéphane Bern, pour la 7e fois cette année, et André Manoukian qui vont être les commentaires de cette finale. Et moi, je vais être, au début de programme, je serai avec eux, et je vais partir
faire plusieurs kilomètres, j'ai envie de vous dire, pendant la soirée, parce que c'est un petit peu loin, pour aller recueillir les impressions avant le passage sur scène, après le passage sur scène. Amir sera là aussi, Madame Monsieur, Madonna, peut-être qu'on arrivera à avoir son interview, qui vient chanter 2 titres effectivement pendant la finale. Et donc du coup, je vais être un petit peu, disons, l'œil de Moscou et les yeux des téléspectateurs. On ne me verra pas, parce que du coup, vous savez, on prend le réseau, le faisceau international, mais on m'entendra des coulisses, et puis les garçons en cabine pourront réagir. Donc je vais être un petit peu, la petite souris en backstage. Les garçons qui ont tous les deux beaucoup d'humour dans ce type d'événement, faut-il le rappeler. La compétition, face à la finale, il y aura The Voice. Est-ce que vous dites quoi? Même pas peur finalement dans cette compétition entre ces 2 programmes finalement consacrés à la musique? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on fera de très bonnes audiences parce que Bilal, on a un candidat qui représente très bien la France. TF1 en effet avait été ça fait battu. 3 ans que l'Eurovision bat The Voice. Voilà, depuis Amir en fait. Depuis Amir, on va continuer sur la même lancée, effectivement. Est-ce que, il n'y a pas certains gâchis finalement d'avoir 2 programmes forts comme ça consacrés au chant et à la musique le même soir en frontal? Non, je ne pense pas qu'on me propose la même chose. Je pense que The Voice, ça fera déjà plusieurs semaines. On peut le regarder en replay. La France, on a un enjeu. On a envie effectivement que la France gagne. Et puis on le regarde en direct avec, comme vous l'avez dit, un petit peu la pression des votes pendant une demi-heure. On ne propose pas la même chose. C'est effectivement un programme musical, mais on n'est pas du tout sur le même segment. Donc effectivement, on sera devant. Alors vous avez une autre casquette, vous travaillez pour une autre chaîne également, la chaîne Automoto aux côtés de David Douillet. Très impressionné finalement avec ces directs que vous faites toutes les semaines? Impressionné, non, excité à chaque début de live. On est en live de 18h à 19h effectivement pour l'émission Sans se braquer. C'est un débat autour de l'automobile en général. Donc on peut passer, on parle des gilets jaunes, on parle de l'essence, on parle du diesel, on parle des voitures autonomes, etc. C'est très large, on s'adresse à tout type de téléspectateurs, pas seulement les bagnolards. Et puis la pression, pas la pression / l'excitation du direct avec des débats. Et puis il va falloir... Je suis un peu chef d'orchestre si vous voulez. Il est mon copilote, David, et il relance si vous voulez un petit peu le débat. Et moi du coup je suis là en chef d'orchestre et c'est génial. J'ai généralement 6 hommes autour de moi et puis du coup je distribue la parole et je dis non, stop, etc. C'est super quand on est une femme journaliste dans ce métier-là, c'est super de pouvoir faire ça. La musique du sport, vous avez également travaillé pour Netflix, peut-être nous rappeler un peu le projet, c'était une des premières d'ailleurs, vous êtes embarqué dans l'aventure. On rappelle Netflix aujourd'hui en France, c'est plus de 5 millions d'abonnés. La déferlante Netflix, vous y croyez? C'est un démarrage un petit peu lent, en tout cas en France. Je sais qu'ils sont en train d'essayer de... Non, mais oui, par rapport à l'Angleterre. Voilà, absolument. Et en France, on dit souvent que le catalogue est un peu pauvre. Alors, je sais que Netflix est en train d'y remédier, effectivement, sur les films. Et même les séries, il y a pas mal de séries. On passe à côté de pas mal de séries qui sont très bonnes aux États-Unis. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas acquis les droits pour la plateforme française. Mais ils sont déçus, je sais, de leur montée en puissance, je dirais. Donc, ils vont faire en sorte de proposer d'autres choses. Aujourd'hui, oui, c'est la nouvelle télé, évidemment, la plateforme, mais je suis ravie d'en avoir fait partie. J'ai travaillé pour Sylvester Stallone, c'était le producteur de Ultimate Beastmaster. Et donc, j'ai tourné la saison 2 et la saison 3, la version française du programme, avec Gilles Marini, qui est un acteur français. Qui est une sorte de Ninja Warrior, enfin, un peu un programme. Voilà, c'est ça, c'est un Ninja Warrior à l'américaine, tourné avec des drones. On était 400 sur le set pendant 15 jours, c'est très impressionnant, tourné de nuit. Et donc là, ça mêlait un petit peu le sport et le divertissement. Et je me suis découverte cette passion pour un petit peu le show, quoi. Je dirais en plus, au-delà de mes compétences sportives et journalistiques, j'ai adoré faire le show aux côtés de mon co-host Gilles. Et on a passé un super moment. Donc ça, c'était vraiment très très cool de bosser pour Netflix en plus. Donc on est en pourparlers pour d'autres projets. Une dernière réaction, Nick. Oui, j'en ai plein. Tout est sur l'Eurovision. De toute façon, on a beaucoup de fans. Quelques réactions. Jérémy qui dit aujourd'hui, qui complète ce que vous avez dit tout à l'heure, le look compte plus que le reste. C'est dommage. On vote désormais ne plus pour une chanson, mais davantage pour un personnage. C'est ce qui le reproche. Et Gilbert qui vous demande si Stéphane et André vous ont donné quelques conseils, vous ont raconté un peu comment se passait l'Eurovision avant que vous alliez les rejoindre là-bas. C'est particulier, l'Eurovision. C'est un événement assez spécial. Absolument. Alors, on n'a pas vraiment eu le temps. Stéphane Bern est très occupé, donc on a eu la chance de faire une séance photo ensemble et la conférence de presse. Il ne m'a pas encore donné tous les conseils, mais voilà, c'est la Bible de l'Eurovision qui sera avec nous là-bas. Il va clairement nous donner des conseils. En tout cas, il m'a juste dit d'être excité, de profiter de chaque minute et je prendrai beaucoup de plaisir. Mais je suis sûre que je peux compter sur mes 2 compères là-bas pour me mettre en confort. Ça va super bien se passer.
Merci d'être venu dans le buzz. On rappelle, vous vous envolez donc pour Tel Aviv, l'Eurovision, donc dès la semaine prochaine, les demi-finales, puis la grande finale. Merci d'être venu dans le Buzz Télé. Nicolas, notre invité de demain, lundi, pardon, il y a le week-end. Lundi, Philippe. Demain, c'est le week-end. Alors lundi, on a un invité lundi. Mais oui, c'est vrai. Attendez, où est passé l'invité de lundi? Oui, lundi, on a un invité qui sera, je vais vous le dire. Ah. Il est parti, notre invité. Non, je vous donne. Mais on le fera en duplex parce que on a un invité lundi. Je ne l'ai plus. Il est plus noté avec un point d'interrogation. On a des invités toute la semaine prochaine d'ailleurs, effectivement. Et lundi, ça me reviendra. Mais c'est un invité très prestigieux. Bon, entre-temps, passez un bon week-end. Merci beaucoup. Merci, bon week-end à vous.